pense même pouvoir dire aujourd'hui qu'il y aura un avant et un après été 2022. Je crois qu'on vient de prendre conscience que cette ressource en eau, même en Bretagne, elle n'était pas inépuisable. Et finalement, ce qu'on a vécu là, on risque de le vivre de plus en plus souvent. D'ailleurs, le GIEC régional nous dit que cette année 2022 pourrait être une année quasi normale dans 40 ans. Donc c'est dire qu'il y a urgence à réagir. Moi, ce qui m'a impressionné dans cette année 2022, c'est l'accélération. C'est-à-dire que pour m'être occupé de ces questions d'eau depuis plusieurs années, on était surtout sur des sujets de qualité. Et même si on souffrait de temps en temps en Bretagne, on n'avait pas perçu l'urgence et la rapidité avec laquelle ça se passe. Et je pense que malheureusement, la Bretagne, on va se rendre compte que même s'il pleut, même si on a de la chance d'avoir une pluviométrie abondante, on va également être touché par ces sécheresses et par ces tensions. L'organisation politique de l'eau en France, elle date de 1964. En 1964, il y a une fameuse loi sur l'eau qui était assez exceptionnelle d'ailleurs pour l'époque, qui a fait référence dans le monde entier, autour de 3 grands thèmes finalement. Le premier, c'est de créer ce qu'on a appelé les grands bassins hydrographiques. Alors je pense évidemment à Loire-Bretagne, je pense à Rhône-Méditerranée-Corse, à Dour-Garonne, Seine-Normandie, etc. D'ailleurs, il y a une particularité que vous remarquerez, c'est qu'on a rattaché la Bretagne à la Loire, alors qu'on a 2 systèmes hydrographiques complètement différents. Mais vous remarquerez qu'on a rattaché aussi la Corse à Rhône-Méditerranée. Je pense que en 64, le législateur n'avait pas du tout envie de donner de l'autonomie sur la question de l'eau, ni à la Bretagne, ni à la Corse. Mais dans l'esprit des grands bassins hydrographiques, la Bretagne est rattachée à la Loire. Donc du mont Gerbier-de-Jonc jusqu'à la pointe du Finistère. Et l'idée, c'est d'avoir une cohérence d'action entre l'amont et l'aval. Parce que le fleuve se gère au niveau de son bassin hydrographique. Donc ça, c'est la première force de la loi sur l'eau de 64. La deuxième, c'est d'avoir créé ce qu'on appelle des parlements de l'eau, des comités de bassin. Et en l'occurrence, je préside le comité de bassin Loire-Bretagne qui regroupe 190 personnes. Et qui est très particulier parce qu'il regroupe des services de l'État, des élus, des territoires, régions, départements, EPCI, etc., des acteurs économiques, agriculteurs, industriels, etc., des pêcheurs, des associations de protection de l'environnement, des consommateurs. Et ce Parlement de l'eau, il a une mission importante, c'est de définir les grands enjeux de bonne gestion quantitative et qualitative du fleuve. C'est-à-dire d'assurer la cohérence de la prise en compte des problématiques de l'eau sur ces grands fleuves. Et la troisième originalité de la loi sur l'eau, ça a été de créer ce qu'on a appelé les agences de l'eau, qui sont des agences financières qui perçoivent des redevances sur les mètres cubes que tout à chacun consomme. C'est-à-dire que quand vous payez votre eau, vous payez une redevance à l'agence de l'eau. Et ça, ces redevances au niveau national, ça pèse 2 milliards d'euros par an. Et avec cet argent des redevances, on redistribue des aides financières aux agriculteurs, aux industriels, aux collectivités, pour assurer la bonne gestion quantitative et qualitative des eaux. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez fort, cette loi de 64, qui encore une fois a fait référence au niveau international, et qui a pour mission de bien gérer ce bien commun. Alors, vous allez me dire, mais comment, avec une loi aussi puissante, qui a été complétée par la loi de 92, qui a décentralisé tout ça, en créant ce qu'on appelle les SAGE, schéma d'aménagement de gestion des eaux, plus près des territoires, parce que vous savez, quand vous êtes à Orléans, c'est difficile de gérer les problématiques de la Bretagne. Surtout quand vous êtes sur la Loire, les problématiques de l'eau ne sont pas du tout les problématiques de la Bretagne. Donc, le législateur s'est rendu compte qu'il y avait là une faiblesse et il a décentralisé l'action auprès de schémas d'aménagement de gestion des eaux plus locaux. Donc vous dites, mais on peut se dire, mais comment ça se fait qu'avec un tel dispositif, on en soit
à une telle dégradation de la qualité des eaux ou à si peu d'anticipation sur ce qui nous arrive. Il y a deux problèmes majeurs aujourd'hui autour de ces questions en France. La première, c'est que le périmètre hydrographique n'est pas un périmètre politique. C'est-à-dire que le périmètre hydrographique, c'est le fleuve. Et ceux qui décident dans le fleuve, donc les administrations, qu'elles soient régionales, départementales, n'ont pas le même contour. Et n'ont pas forcément les mêmes intérêts entre l'amont, l'aval, la ville, la campagne, etc. Et un fleuve, ça se gère de l'amont vers l'aval. Et la difficulté, c'est que le périmètre hydrographique n'a pas la puissance politique qu'il devrait avoir pour afficher et appliquer les bonnes mesures. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la politique de l'eau, qui est une politique intéressante en France, encore une fois, sa principale difficulté, c'est qu'elle ne parle pas aux autres politiques publiques. Et on sait bien, par exemple, en Bretagne, que le problème de l'eau en Bretagne, ce n'est pas un problème environnemental. C'est un problème de développement économique, d'aménagement du territoire et d'urbanisation. Et finalement, la qualité de l'eau de nos fleuves, elle ne dépend pas de la politique environnementale. Elle dépend de la manière dont on va gérer l'agriculture, gérer l'urbanisation, gérer le foncier, gérer l'aménagement du territoire. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'on a encore pensé jusqu'à très peu de temps qu'on pouvait tout faire, qu'on pouvait tout utiliser. Non, tout est dans tout. Moi, j'aime bien utiliser l'exemple de la Bretagne. Parce que la Bretagne a une particularité, c'est que toute l'eau qui tombe en Bretagne, et il en tombe, s'infiltre, s'écoule et se jette en Bretagne. Quand l'eau, elle tombe, elle est encore de qualité. Si elle arrive dans nos estuaires et qu'elle est dégradée, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé à terre. Et finalement, la qualité de l'eau de nos estuaires ne dépend que de nos comportements. À tous. Et si on retrouve des nitrates, des pesticides, des plastiques et toute autre cochonnerie dans l'eau, c'est qu'on a eu de mauvais usages à terre. Et ça, c'est intéressant. Parce que la responsabilité de la gestion des fleuves en Bretagne appartient exclusivement aux Bretons et aux Bretonnes. Et ce qui est d'autant plus intéressant en Bretagne, c'est qu'on a 21 fleuves, ou 21 petits fleuves, avec des caractéristiques bien particulières, et les uns et les autres. Et on voit bien que c'est nos territoires qui font ou défont la qualité des eaux. Et ça nous responsabilise, c'est-à-dire que rien ne se perd. Rien ne se perd. Et que si on a de mauvaises pratiques, dans quelques domaines que ce soit, ça peut avoir des répercussions sur le fleuve. Et finalement, nos fleuves ne sont que le reflet, le miroir de nos dysfonctionnements. Et j'aime bien la Bretagne aussi, parce que quand vous prenez la Bretagne comme ça, c'est le massif armoricain. Et le massif armoricain, c'est une roche très dure, peu perméable. D'ailleurs, pour cette raison que, en France, 80% de l'eau qu'on utilise, elle vient des nappes profondes, et 20% des rivières. En Bretagne, c'est l'inverse. 80% de l'eau que vous utilisez vient des rivières, parce qu'on n'a pas ou peu de nappes d'eau souterraine. Donc les transferts d'eau sont très rapides. Et on comprend que dans le granit et dans les schistes, on a du mal à avoir des nappes d'eau profondes. On appelle des nappes réactives. Profondes. Quand on regarde l'état des masses d'eau en Bretagne, c'est ce que l'Agence de l'eau fait régulièrement. Aujourd'hui, on a un taux de conformité des masses d'eau au titre de ce qu'on appelle la directive cadre européenne sur l'eau, d'à peu près entre 35 et 40% de masses d'eau en bon état. Ce qui veut dire qu'on a entre 60 et 65% de masses d'eau qui sont en mauvais état. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder au plus près. D'ailleurs, je vous précise que la Bretagne, qui est souvent montrée du doigt, en disant les mauvais élèves, etc., vous savez qu'en Pays de la Loire, l'état des masses d'eau, c'est 11% de conformité. C'est 11% de conformité. Donc,
quasiment 90% de non-conformité. Et ce qui est intéressant quand vous regardez la Bretagne, c'est de vous dire que quand vous êtes à la pointe du Finistère, ou en Finistère, vous avez quasiment entre 60 et 65% des masses d'eau conformes. Et plus vous allez vers l'est, plus ce taux diminue. Pour arriver en Ille-et-Vilaine, avec un taux de conformité des masses d'eau à 2%. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il pleut 2 fois moins en Ille-et-Vilaine, où on a des 600 mm de pluie par an, par rapport au Finistère, où il pleut 1,20 m, 1,30 m. Et plus il pleut, plus vous avez d'eau dans vos fleuves, ben plus c'est facile, entre parenthèses. Mais moins vous en avez, plus c'est difficile. Ce qui nous ramène à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, et le dérèglement climatique. C'est-à-dire que si vous avez moins d'eau, ben évidemment, ça va être plus dur sur la qualité. Et on va vite se rendre compte que l'accès à l'eau, même en Bretagne, c'est l'accès à quoi ? À la vie, c'est l'accès à la santé, c'est la biodiversité, évidemment, mais c'est aussi le développement économique. C'est aussi l'industrie. C'est aussi le tourisme. Et cette eau qu'on pensait inépuisable, eh ben on va se rendre compte qu'il va falloir la ménager et mieux la partager. Et surtout, mieux la préserver. Et donc là, on est au cœur, finalement, de ce que je vous disais tout à l'heure sur l'aménagement du territoire. Et c'est bien la manière d'aménager le territoire, de sauvegarder le grand cycle de l'eau, de préserver les zones humides, de préserver les talus, les haies, de limiter les écoulements, de garder l'eau dans nos sols. C'est bien ça qui est en jeu aujourd'hui. Et c'est un peu contraire à tout ce qu'on a fait en termes d'aménagement rural depuis 40 ans. Vous dites à des gamins, vient d'où l'eau ? Du robinet. Alors les plus finaux vont vous dire du château d'eau. Mais on a même oublié d'où elle venait. Si je dis ça, c'est parce qu'on nous a fait croire, ou on est rentré dans la facilité en pensant qu'il suffisait de tourner le robinet pour avoir de l'eau au robinet. Mais non. L'eau, elle vient bien d'une source, d'une fontaine, d'une rivière, à côté de chez nous. Et ça, on l'a oublié. On a oublié que l'eau était une ressource naturelle fragile, puisqu'on en avait partout. Alors nous, en plus, les Bretons, on est un peu perturbés, parce qu'on est en plus entouré par la mer, donc on pense qu'il y en a partout. Et on pense qu'il n'y a pas de sujet. Et là, il y a eu, finalement, de notre part à tous, une certaine forme Naïveté. Pardon ? De naïveté. De naïveté et puis d'inconscience collective, en pensant que, voilà, on trouverait toujours la solution technique. Eh ben non. Eh ben non. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, par exemple, en Bretagne, on en est arrivé à certains endroits à imaginer dessaler de l'eau de mer. Moi, j'ai été frappé cet été par plusieurs choses. On a failli couper l'eau à Nantes Métropole parce que le biseau salé marin rentrait dans l'estuaire de la Loire parce qu'il n'y avait pas assez d'eau douce à pousser. 600 000 habitants quand même. Les rendements en pommes de terre et en haricots verts en Bretagne cet été, c'est moins 50%. La taille des huîtres cet été, croissance moins 15%. La taille des moules cet été, moins 20%. Pourquoi ? Parce que pas assez d'eau douce à arriver sur le littoral. Quand vous cumulez tout cela, vous vous dites, mais attendez, est-ce qu'on a pris la mesure de ce qu'était l'eau dans notre environnement ? Non. Prenez une autre politique qu'on a développée ces dernières années, c'est de rendre accessible et navigable le canal de Nantes à Brest, ou les canaux de Bretagne. Et bientôt, il n'y aura plus d'eau dans les canaux, tout simplement. Alors, ce qui m'impressionne aussi, en décembre 2022, les 4 départements bretons étaient en arrêté sécheresse. Les 4. En décembre 2022. Et en janvier 2023, le Finistère, était en arrêté inondation. Et là, vous vous dites,
pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, l'eau, elle roule, elle ne s'arrête plus. On ne la garde plus. Et je pense que les Bretons doivent se poser la question des solutions fondées sur la nature et du stockage de l'eau dans les sols. Et ça, c'est un enjeu considérable. Alors, on peut courir après la technique, encore une fois. Certains imaginent de construire des stockages, des retenues collinaires. Pas de retenue de substitution en Bretagne, puisqu'on n'a pas de nappe d'eau. Mais ça, c'est... Il faut faire attention, parce que ça, c'est de l'adaptation, mais c'est... Parce qu'un jour, la prochaine étape après, si on n'y prend pas garde, c'est de ne pas pouvoir les remplir. Hein. Donc, il est temps de concilier adaptation, incontestablement, et atténuation de notre empreinte. Parce que le meilleur traitement, quand même, ben, c'est celui qui évite la pollution. Je regarde aujourd'hui, l'Observatoire de l'environnement en Bretagne vient de sortir les chiffres clés sur les métabolites de pesticides. 95% des eaux bretonnes sont touchées par le phénomène. 95%. Encore une fois, cette eau de nos fleuves, on l'utilise pour l'eau potable des populations. Alors on pourra toujours courir après les traitements par charbon actif, etc., etc. Mais la meilleure chose quand même, ben, c'est d'éviter. Et là, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, il faut que la politique de l'eau parle à la politique agricole. Et il faut qu'on imagine un autre modèle. Vous voyez, moi je suis frappé. Cet été, il y a des maires qui ont dit on arrête l'urbanisation parce qu'on n'a plus d'eau. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire pour la Bretagne? Moi j'ai fait un petit calcul. Aujourd'hui, nous sommes 3 200 000 habitants en Bretagne. Nous consommons 240 millions de mètres cubes d'eau potable. On estime, au doigt mouillé, parce que personne ne sait, que la consommation d'eau privée, c'est-à-dire les captages privés, ça serait entre 70 et 100 millions de mètres cubes. Donc on peut l'estimer. Moi, je pense que c'est plutôt 150 à 200 millions. Mais ça, personne ne le sait. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous annonce la Bretagne à 3 800 000 habitants. Et rapidement, puisque quand on prend les chiffres de l'INSEE, c'est 2040. Puisque la Bretagne, de par son climat, va devenir attractive. On va vivre les premières migrations climatiques. Vous vous rendez compte? Alors certains disent, ouais, c'est super, la Bretagne, on va gagner de la population, etc. Oui, mais la question qu'il faut se poser, c'est comment on va faire pour les alimenter en eau. Parce que si vous faites une règle de 3 200 000 habitants, 240 millions de mètres cubes d'eau potable, 3 800 000 habitants, il vous manque 50 millions de mètres cubes. 50 millions de mètres cubes, c'est le stockage de la plus grande retenue d'eau douce de Bretagne qu'est Guerre-les-Dents. Ben aujourd'hui, on n'a pas la disponibilité. Donc si on ne change pas nos comportements de consommation, on va droit devant des tensions. Tensions sur les usages, tensions sur les priorités d'usage. Et vous savez, moi je travaille actuellement sur le dossier de Sainte-Soline. Ben attention, hein, parce qu'à Sainte-Soline, on vit la bataille de l'eau. Et moi j'ai vu un territoire meurtri. J'ai vu un territoire de détresse, avant tout, autour de la question de l'eau, et des choix stratégiques. D'abord, l'eau est un bien commun. Donc la solution ne peut être que collective, partagée et collective. Je pense qu'il faut engager un grand plan de sobriété pour réduire les prélèvements. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Ensuite, il faut une autorité politique forte pour gérer le partage de l'eau. C'est-à-dire? Ben, dans le cas de Sainte-Soline, par exemple, le projet, alors je ne voudrais pas rentrer trop dans le détail parce que j'y travaille en ce moment et malheureusement, tout ce qu'on a entendu à la télé parfois sur le sujet ou dans les médias, pas tout à fait ça quand même. C'est pas tout à fait ça. C'est pas les méchants contre les... Hein, et les agriculteurs là-bas, si vous voulez, il y a eu une gestion jusqu'alors
qui était au jour le jour, je veux dire. Vous demandiez une autorisation, vous aviez un forage, vous perciez, vous preniez en gros ce que vous vouliez dans la nappe. On est tellement allé loin qu'on en a créé, je crois, 900 forages pour 24 millions de prélèvements. Essayez d'imaginer. Et la nappe, elle s'est écroulée. Donc ça, c'est plus possible. Et le projet de Sainte-Soline, c'est surtout aujourd'hui de ménager la nappe. De ménager la nappe. Donc, si on veut ménager la nappe, il faut la contrôler. Il faut tout contrôler. Prélèvement public et prélèvement privé. Et puis ensuite, il faut accompagner toutes les adaptations qu'on pourra imaginer à une transformation du modèle agricole. Parce que si c'est pour irriguer des cultures comme on a fait pendant des années et des années, c'est plus possible. Donc il va falloir que ça s'accompagne par une transition agroécologique puissante. D'ailleurs, ce qui devrait conditionner les financements publics. Donc, ce que je veux vous dire, et les Espagnols nous le démontrent assez bien aujourd'hui, c'est que ce modèle intensif autour des fruits et légumes qu'ils ont développé, eux, ils ont construit des stockages bien avant nous. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils ne peuvent même plus les remplir. Donc, vous voyez, si on n'accompagne pas l'adaptation avec un engagement très fort sur l'atténuation, on n'y arrivera pas. On ne le sait pas bien. On ne le sait pas bien. Et vous voyez, la recharge des nappes, ça veut dire quoi la recharge des nappes en Bretagne? Ça ne veut pas dire grand-chose, puisqu'on n'a pas de grosses nappes. Ce qu'on peut vous dire là, c'est que les débits des cours d'eau sont plutôt bien, parce qu'il a bien plu quand même. Mais le problème de la Bretagne, c'est que ça s'effondre très vite aussi, puisqu'il n'y a pas de stockage derrière. Bon, mais ça doit être apprécié, mais encore une fois, ce n'est pas celui qui pompe le plus profond qui a gagné. Il faut que ça se passe collectivement. Et là, encore une fois, dans le projet de loi d'ailleurs du gouvernement, enfin dans le plan gouvernemental, il est prévu de mieux maîtriser tous les prélèvements, publics et privés. Parce que ça passe par ça. Ensuite, c'est bien calculer les recharges de nappes, parce qu'il y a des hivers, vous allez remplir la nappe sans problème, ça va déborder même. Mais il y a des moments, vous ne pourrez pas. Donc, c'est une gestion qui pourrait être annuelle, en fonction des conditions pluviométriques de chaque territoire. Que ce soit le président de la République qui présente le plan eau, démontre la prise en compte quand même par l'État de la situation. C'est-à-dire qu'on est dans une situation jamais vécue en France. Et je dois avouer que de voir le ministre de la Transition afficher quelques semaines après le plus de 4 degrés dans les politiques publiques, ça démontre que les sujets sont devant nous, ils ne sont pas derrière. Hein. Ça veut surtout dire que les accords de Paris n'ont pas été respectés. Ah ben non mais attendez. Mais bien sûr. Et il y en a pour tout le monde. Et encore une fois, c'est pas la politique environnementale qui va réussir tout seul. Hein. C'est qu'il faut qu'on change nos comportements dans notre alimentation, dans nos modes de déplacement, dans nos modes d'organisation, enfin, etc. Il faut que les autres politiques publiques comprennent que l'enjeu climatique est un enjeu majeur. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a 53 mesures, elles étaient attendues. Bon, on a fixé des objectifs de sobriété, de réutilisation des eaux. Les mesures de sobriété, il faut se les appliquer à tous, hein, on l'a bien compris, hein, parce que comme l'eau va être moins importante, il faudra la partager. Et dans tous les domaines, donc, et notamment dans l'agriculture, qui est quand même gros consommatrice d'eau. Hein. Mais pas le seul, hein, l'industrie aussi. Hein, l'énergie, 80% d'énergie produite en France a besoin d'eau. Et quand vous savez que la température de l'eau augmente plus vite que la température de l'air, nos fleuves sont vraiment malmenés. Donc, alors, les 30 millions ne suffiront pas, soyons très clairs. Encore une fois, on a une incitation financière, mais c'est pas ça qui va changer les choses. Moi qui ai eu l'occasion de suivre les questions régionales
Vous savez que la facture d'eau des Bretons, c'est 600 millions d'euros. La facture de la PAC en Bretagne, c'est 600 millions d'euros. Donc si elle veut être cohérent, l'argent, il est là. Hein. C'est de mettre plus de sens entre la PAC et l'eau. Voilà. C'est de faire du préventif avant d'être dans le curatif. Donc, si vous voulez, il y a eu plein de mesures qui sont toutes intéressantes les unes que les autres. Mais encore une fois, méfions-nous des fausses bonnes solutions. Je vais vous en citer une. La réutilisation des eaux usées. Vous savez que le plus grand fleuve de Bretagne, qui s'appelle la Vilaine, eh ben, le débit de la Vilaine à l'étiage, en basse eau, vous savez, ça correspond à quoi? Ça correspond au débit du rejet des stations d'épuration de Rennes Métropole et de Redon. Ça veut dire que si vous tirez le rejet de ces stations pour faire de la réutilisation des eaux, vous n'avez plus d'eau dans la Vilaine. Donc ça, c'est pas possible. Donc vous voyez, les 53 mesures, bon, ben, ça permet cette prise de conscience, mais ça suffira pas, hein, disons-le clairement. Il faut que... Moi, je crois que le vrai changement sera quand on aura pris conscience que l'eau est au cœur de toutes nos politiques. Ah mais bien sûr que les gens sont inquiets aujourd'hui en Bretagne. Aujourd'hui, encore une fois, il y aura un avant et un après été 2022. Les agriculteurs, pour la première fois, ont eu des baisses de rendement considérables. Pensez bien que les coopératives agricoles qui signent des contrats avec les agriculteurs, ils vont demander demain des rendements, hein, des exigences. Donc c'est on va toucher au rendement, donc à la viabilité des exploitations. Vous avez vu que dans certaines régions, on a été obligé de baisser la production électrique parce qu'on n'arrivait plus à refroidir les réacteurs nucléaires. Vous avez vu que certaines villes, on a failli couper l'eau. Vous avez vu que même dans des petites communes rurales, on a coupé l'eau. On alimentait les populations avec des camions-citernes. Vous avez vu qu'il y a des maires qui ont dit qu'ils n'autoriseraient plus les constructions chez eux parce qu'ils n'ont plus d'eau. Non, il y a une vraie inquiétude qui s'est installée. Et puis encore une fois, le dérèglement, on le vit tous. On le vit tous. L'année dernière, on a tous vécu la canicule. Et quand on n'avait plus le droit d'arroser son jardin, quand on n'en avait plus le droit de... Bah, c'est des choses qui ont marqué. Parce qu'en Bretagne, personne n'avait imaginé qu'un jour, on en soit là. Et moi, je pense que l'éducation à l'environnement, c'est la priorité des priorités. Mais encore une fois, parfois les modalités sont un peu complexes parce qu'on a voulu rattacher l'éducation à l'environnement au fleuve du territoire, ce qui n'est pas idiot non plus. Ce qui n'est pas idiot. Mais du coup, c'est vrai que ça peut retirer des aides financières à des associations qui ont une vision un peu plus généraliste. Et ça, c'est bien dommage. Bah, écoutez, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de chaque bassin versant, donc chaque petit fleuve, on puisse écrire ce qu'on appelle une étude HMUC. Hydrologie, milieu, usage, climat. Hydrologie, c'est ce que le fleuve est capable de vivre, c'est caractéristique. Milieu, c'est comment sont les milieux. Usage, c'est quels sont les usages, quels sont les prélèvements, quels sont les prélèvements publics, prélèvements privés, quels sont... Voilà. Et climat, quelle est la tendance climatique. Et la tendance climatique ne va pas s'apprécier de la même façon au pied du Massif central ou en Bretagne. Vous savez, dans la plaine de Limagne, c'est moins 40% d'eau en 2050. Hein. Moins 40% d'eau en 2050. Du côté de Clermont-Ferrand, on nous annonce des températures qui dépasseront les 45 degrés. Clermont-Ferrand. Et s'il y a moins d'eau dans le fleuve, c'est tout simplement parce qu'il neige plus. Ou quand il neige, ça fond tout de suite. Donc il n'y a plus de stockage de l'eau. Donc on va apprécier le dérèglement climatique à l'échelle territoriale. Et c'est ces trajectoires qu'il faut apprécier
et de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut encore faire? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour freiner notre développement? Et c'est là qu'on va se rendre compte que, finalement, il va peut-être falloir revoir un peu la manière d'aménager et de vivre sur nos fleuves. Le plan annonce des dotations financières de plus de 475 millions d'euros par an, grâce au déplafonnement des dépenses des agences. Très sincèrement, je ne crois pas que ce soit uniquement une affaire financière. Je pense que la question de l'eau, c'est avant tout une question de cohérence. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'argent qu'on met sur les territoires. Mais il faut déjà les mettre dans le bon sens par rapport à la problématique de l'eau. Parce que l'agent de l'eau, vous savez, nous, on est souvent, malheureusement, les réparateurs ou les derniers après. Non, la meilleure chose, c'est de préserver. Et c'est de faire que les politiques publiques que l'on met en place prennent par anticipation. Vous savez, moi, j'ai vu un préfet en Côte-d'Armor interdire les permis de construire dans certaines communes, hein, parce qu'il n'y avait plus de capacité épuratoire. Mais quoi de plus normal? Quoi de plus normal? J'ai pas la capacité à alimenter, j'ai pas la capacité à épurer, j'ai pas la capacité à me développer. Parce que c'est ça l'enjeu, hein. C'est ça l'enjeu. D'abord, je n'aime pas le terme méga-bassine. C'est le terme qu'ils utilisent en tout cas. Non, c'est le terme que certains utilisent. Okay. C'est pas la même chose. Parce que normalement, ce sont des retenues de substitution. Et par exemple, sur Sainte-Soline, aujourd'hui, il y a 900 forages. Il y a 24 millions de mètres cubes autorisés en prélèvement. L'ambition, c'est de tomber à 12 millions de mètres cubes, dont 6 en substitution. C'est-à-dire qu'on pompe l'hiver quand la nappe est pleine, pour remplir les stockages, et pour ne pas pomper dans la nappe l'été. Donc quand vous faites le bilan, vous allez passer d'un prélèvement qui est plus ou moins inorganisé à 24 millions aujourd'hui, à terme, si les stockages se faisaient, à 6 millions de mètres cubes. Ah attendez, mais je ne suis pas en train de vous faire la promotion des stockages. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas non plus tout ce qu'on peut entendre parfois. Parce que vous avez bien compris que derrière ça, le vrai combat que certains mènent, c'est contre le modèle agricole, contre le développement, etc. Bon. Mais moi, je ne suis pas fanatique des stockages de l'eau. Je dis simplement que dans certaines situations, ça sera peut-être une solution. Mais au cas par cas. Et encore une fois, au regard de l'étude HMUC qu'on aura pu faire, des capacités de la nappe ou pas à répondre. Moi, je suis allé dans le Marais Poitevin à la sortie de l'hiver. La nappe est débordée, hein. Alors, certains disent l'eau est perdue. Non, l'eau n'est pas perdue. La nappe est pleine. Et quand la nappe est pleine, c'est pas forcément idiot de se dire qu'on pourrait la stocker non plus. Bon, le problème, c'est quand vous dites évaporation, si les stockages ne s'accompagnent pas d'aménagement pour mettre de l'ombre, etc., pour préserver la biodiversité, on peut arriver aux excès que vous dites. C'est-à-dire que plus ça sera en plein soleil, plus ça chauffera, plus il y aura de développement de cyanobactéries et puis d'évaporation. Et un stockage, ça s'aménage peut-être aussi. Mais je vais vous prendre l'exemple de Gare-les-Dents. Barrage de Gare-les-Dents. Heureusement qu'il est là, hein. Parce que sinon, comment on aurait fait? Comment on aurait fait cet été? Vous savez que Gare-les-Dents assure quasiment la sécurité de l'alimentation en eau potable de tout le Morbihan. Mais aujourd'hui, il faudrait construire le barrage de Gare-les-Dents. On ne pourrait pas. Barrage de Ferrel. Pareil. Moi, le BRGM, je veux bien. Ça dépend qui parle au BRGM aussi, hein, parce qu'on est... Rousseau, la présidente. Oui, mais parce que le BRGM, moi, je l'ai... Parce qu'on a fait 150 auditions hein, sur Sainte-Soline. Hein. On a reçu tout le monde. Hein. Parle pas juste de Sainte-Soline. Non, mais moi, je vous le dis. Ouais. Et il y a des collègues scientifiques qui ne sont pas du tout d'accord sur la manière d'analyser Sainte-Soline, par exemple, hein, et dans le même établissement. Donc, encore une fois, on vit dans une période de doute, d'incertitude, de tension, hein, faut faire attention à tout ça. Mais encore une fois,
Il faudra se doter de moyens de suivi, d'analyse, mais ça les scientifiques savent faire, pour bien suivre le niveau des nappes et leur qualité, parce que du coup on en a presque oublié la qualité, hein. Mais moins vous avez d'eau, plus c'est difficile, hein. Très rare. C'était dans des endroits où l'eau coulait gravitairement tout seul et qu'elle ne coûtait rien. Vous preniez l'eau dans le massif central, parce que je trouve que l'exemple il est intéressant. Vous étiez en moyenne montagne, l'eau des sources coulait. On captait l'eau, on alimentait le village du dessous. Que ça fuit ou pas fuit, de toute façon ça ne changeait rien. L'eau était gravitaire, il y en avait suffisamment. Mais c'est ceux-là qui souffrent le plus. C'est d'ailleurs là où l'eau était la moins chère aussi, puisqu'il n'y avait même pas de traitement, il n'y avait rien. Vous voyez? Donc ces points noirs, et là c'est au camion-citerne cet été, hein, parce que dès que le niveau de la nappe diminue, il n'y a plus d'eau dans la commune. Donc ça on sait faire quand même aujourd'hui. On nous a fait croire pendant des années que le problème du prix de l'eau, c'était le problème de la régie ou de la société privée. Alors c'est vrai qu'il y a eu des abus dans les années 70-80 qu'on connaît tous, mais c'est terminé ça. Aujourd'hui la collectivité gère son bien, elle est capable de... Et quand je vois les efforts qu'il va falloir faire sur nos réseaux, sur nos stations, etc., je crois que le débat n'est plus là. Mais moi ce que je constate en Bretagne par exemple, c'est que là où l'eau est la plus chère, c'est à la campagne. Là où l'eau est la moins chère, c'est à la ville. Quel secteur est le plus en difficulté aujourd'hui en Bretagne, à votre avis? C'est le bassin rennais. Il y a le plus de pression. C'est là qu'il y a le plus de pression, c'est là qu'il y a le moins d'eau. C'est là où ils sont le plus dépendants des autres. Et c'est là où l'eau est moins chère. Moi, j'ai en mémoire le maire de Saint-Turial, pardon. Vous êtes au pied des barrages de la Chescanu, utilisés par un Rennes Métropole. Le maire de Saint-Turial reçoit les élus du bassin rennais en présence d'Emmanuel Vargon, secrétaire d'État à l'eau, là. Le maire de Saint-Turial nous reçoit tous, là, et puis il dit moi, Madame la Ministre, moi je veux bien demander à mes agriculteurs de faire des efforts pour ne pas mettre de pesticides, moins mettre d'intrants, etc. Je veux bien demander à ma population de faire attention à leur rejet, parce qu'il y a les barrages de la Chescanu, etc., qui sont en dessous. Mais comment j'explique que l'eau est 2 fois plus chère ici à Saint-Turial que dans l'eau du bassin rennais que je produis? C'est intéressant comme question, hein. On n'est pas du tout sur la trajectoire zéro artificialisation des sols actuellement, en Bretagne. Puisque le SRADET n'est pas encore adopté. Et puis, je regarde un peu ce qui se passe. Il y en a qui courent justement à ce qu'on puisse continuer à faire comme on faisait auparavant. Bon, c'est un autre sujet, mais encore une fois, la Bretagne va accueillir 3 800 000 habitants. Enfin, va accueillir 400, 500, 600 000 habitants supplémentaires. La question intéressante à se poser, c'est on va mettre ces nouveaux habitants où? Sur quel foncier? Avec quelle eau? Et quelle capacité épuratoire? Ça, c'est des bonnes questions. Ça, c'est des questions essentielles. Avant de venir, là, j'ai discuté avec la vice-présidente de la région en charge du dossier, et je lui disais que ça serait important que le SRADET et le stage, de ce point de vue-là, se parlent. Parce que comment concevoir l'aménagement de la Bretagne demain, son développement économique, son avenir, parce qu'une Bretagne dont les eaux seraient dégradées, c'est une Bretagne malade. Donc comment imaginer une Bretagne heureuse si on ne parle pas de ces sujets-là? Moi, je me suis occupé pendant des années du dossier algues vertes. Mais il y a beaucoup de souffrance derrière tout ça, hein. Il y a beaucoup de souffrance. Donc on a compris aujourd'hui. Et encore, les Bretons sont plutôt bien sensibilisés à ces questions-là. On a compris donc il faut continuer, il ne faut pas avoir peur. Et ce n'est pas opposer les uns aux autres, c'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer sur les modèles antérieurs. Une politique de l'eau efficace, c'est une prise de conscience collective qu'on ne peut plus faire comme avant. Quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine. Et toute activité humaine, quelle qu'elle soit, a un impact sur la ressource. Donc c'est comment on aborde la question. Moi, je vais vous dire, je suis très surpris en France. Et c'est intéressant parce que
aujourd'hui, plus vous vous développez, plus vous urbanisez, par exemple, plus vous imperméabilisez les sols, plus vous avez de DGF, dotation globale de fonctionnement pour les communes, plus vous avez de fiscalité, plus vous avez d'aide. Quand vous êtes dans les modèles agricoles, plus vous êtes sur le modèle conventionnel, intensif, plus vous êtes aidé. Et à l'inverse, je le dis d'ailleurs au ministre, quand vous protégez le bien commun, quand vous préservez des fonds de vallée, quand vous préservez des zones humides, quand vous préservez du bocage, vous préservez le bien commun, pour tous. Eh ben vous avez que vos yeux pour pleurer. Pour le propriétaire, si son terrain avait été constructible, c'était 40 ou 50 euros le mètre carré. Là, c'est zéro. Pour l'exploitant agricole, lui, c'est rien, puisqu'il n'aura qu'une zone naturelle à exploiter ou à entretenir, aucune aide particulière. Et pour la commune, c'est zéro. Et bien, je dis ça, c'est pas possible. Et aujourd'hui, si on veut réussir aussi la transition, ben, il faut aider ceux qui font bien. Bah, la réutilisation des eaux usées, ça peut être une solution parfois. Et ça fonctionne. Moi, j'ai vu l'exemple des Sables d'Olonne, par exemple. Ils ont un émissaire en mer où ils rejettent en pleine mer les eaux usées traitées. Bon, ils vont récupérer, ils vont injecter après dans le milieu rural après traitement. Là, ça n'aura pas de conséquences. Mais si le débit réservé de la station d'épuration sert à maintenir de l'eau dans la rivière et de préserver la biodiversité, ben, on ne pourra pas non plus tout faire. Ça peut être une solution technique intéressante. Encore faut-il que la réinjection dans la nappe soit d'une autre qualité. Mais bien sûr, les stockages d'eau souterraine sont aussi des stockages utiles pour stocker de l'eau. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, stockage de l'eau dans les sols. Cette année, par exemple, en janvier-février, on était très mal en Bretagne. Et on le savait. On était en train de vivre une sécheresse hivernale, ce qu'on n'avait jamais vécu. Mais ça, on était capable de l'anticiper parce qu'aujourd'hui, on fait attention. Donc après, on a eu quand même beaucoup de pluie, donc on est capable de dire que cet été, ça devrait plutôt pas trop mal se passer. Et dans d'autres territoires de France et de métropole, on est capable de dire que ça va être très très chaud. Donc c'est ça l'anticipation, c'est être capable d'avoir des outils météo qui permettent de mesurer l'eau dans les sols, dans les sous-sols, de voir un peu les tendances météo et puis d'essayer d'anticiper, quoi. La gouvernance de la politique publique de l'eau aujourd'hui n'est pas bien adaptée puisque le périmètre hydrographique n'a pas de légitimité, ou si peu. Donc aujourd'hui, il faut que la gouvernance hydrologique, la gouvernance de l'eau, soit beaucoup plus reconnue par les pouvoirs publics et par les acteurs locaux. Ça passe par le local. Et alors, moi, il y a quelque chose qui m'a gêné ces dernières années dans les politiques publiques, c'est qu'on a dit on va simplifier, on va clarifier les niveaux, on va attribuer des compétences, et celui qui ne s'occupera pas de ça, les autres s'en occuperont pas. Hein, c'est ce qu'on appelait la clause de compétence unique. C'est une vraie bêtise dans le domaine de l'eau. Puisque dans le domaine de l'eau, on est tous quelque part responsables. Quand j'urbanise, je suis responsable. Quand je fais du développement économique, je suis responsable. Quand je fais même de l'action sociale, je suis responsable. Enfin, je veux dire, donc il faut que tout le monde intègre bien sa responsabilité dans le sujet. On a besoin de tout le monde. À un moment donné, si on ne progresse pas sur le sujet, on aura de plus en plus de personnes qui diront qu'il faut attribuer un statut juridique à la nature et au fleuve. Et qu'est-ce que vous voulez ça sera quand même un échec pour les politiques traditionnelles, si on en arrive là. Mais encore une fois, ça sera peut-être une manière pour la nature, pour les fleuves, de se défendre. Moi, j'aime bien l'idée des États généraux de l'eau. Et que chaque niveau de collectivité, chaque acteur économique, chaque citoyen s'empare du sujet de l'eau et regarde finalement à travers l'eau sa vie et ce qu'il pourrait faire
pour contribuer à une meilleure gestion de ce bien commun. Vous savez, il n'y a plus grand-chose qui fait société aujourd'hui. Hein. Et ce sujet est difficile, mais c'est quelque chose qui nous relie tous. Vous savez, en Bretagne, les villages, les chapelles, les églises, tous les lieux un peu symboliques, imaginaires, se sont créés autour de l'eau. Pourquoi ? Parce que l'eau reliait les hommes et les femmes. Et l'eau était source de lien et de protection. Et finalement, on a perdu ce lien. On a perdu ce lien avec le robinet. Et ben, si j'avais un souhait, eh ben, c'est qu'on retrouve ce lien. Et il faut qu'on redécouvre qu'au pied de chez nous, on a des ruisseaux, des rivières qui alimentent un fleuve. On ne connaît même plus la géographie du fleuve. On ne sait même plus où elle prend sa source, ni où il se jette. On ne sait même plus les vocations du fleuve. Puisque je vous rappelle qu'avant, il y avait les minotiers, il y avait tout ce qui travaillait la vallée. Mais vous avez vu l'état de nos vallées ? On les a parfois même abandonnées. Donc il faut qu'on retrouve ça. Ce sens, retrouve ce... Surtout en Bretagne, retrouve ce contact avec la nature. Ce contact avec ce bien commun. C'est ça finalement, c'est pas compliqué. C'est retrouver la compréhension des choses. Vous savez, on vient de découvrir qu'on a perdu je ne sais pas combien de milliers d'oiseaux. Bah, ça ne surprend personne. Il suffit de regarder nos paysages. Donc c'est ça aussi. Et moi, je connais personne qui pourrait me dire qu'il vivrait mieux dans un endroit où il y aurait moins de biodiversité, moins de communs, moins de collectifs. Au contraire. Je vous rappelle que l'eau, c'est la santé. C'est la santé, notre santé à nous, tous. C'est la santé des générations futures. C'est ce qu'on va transmettre. Donc c'est ça l'enjeu.